Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief avec Emmanuel Le Chypre, avec Éric Delannoy et avec Wilfried Galland. Tous les trois sont très en forme. On connaît maintenant les détails du programme du nouveau Front Populaire, les grandes lignes du Rassemblement National. Il y a quelques propositions également de renaissance. On a fait le tri dans tout ça. On va commencer avec le pouvoir d'achat. Raphaël Couder, quand on regarde les mesures, on a quand même beaucoup de n'importe quoi. Les partis, en tout cas, ont multiplié les propositions depuis une semaine. D'un côté, le nouveau Front Populaire propose de revaloriser le SMIC à 1 600 €, d'indexer les salaires sur l'inflation et de bloquer les prix des produits de première nécessité. Bref, des mesures destinées à soutenir la demande. Et c'est une philosophie qu'on retrouve aussi d'une certaine manière du côté du Rassemblement National. Le RN envisage lui aussi d'agir sur les prix des biens de première nécessité et du carburant, non pas en les bloquant, mais en baissant la TVA de 20 à 5,5%. Et sur les salaires, le parti d'extrême droite envisage d'exonérer de cotisations les entreprises qui augmenteraient leur grille salariale de 10%. Face à cela, le camp d'Emmanuel Macron, sous pression, a contre-attaqué ce week-end. Gabriel Attal a dévoilé plusieurs mesures également sur cette thématique du pouvoir d'achat. Il propose d'abord d'augmenter le plafond de la prime Macron de 6 000 à 10 000 €, mais aussi d'exonérer de frais de notaire les personnes qui achètent un bien jusqu'à 250 000 €. Troisième proposition, reconduction du dispositif du leasing social qui permet à des ménages modestes de bénéficier d'une voiture électrique pour 100 € par mois. Alors, qui veut commencer sur le pouvoir d'achat? Éric, je me sens chaud. On y va. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Ce qui est rassurant, c'est que si le RN arrive au pouvoir, il ne mettra rien en œuvre. Il a déjà commencé par enlever la réforme des retraites comme étant prioritaire. Il a dit qu'il ferait un audit des dépenses publiques pour voir ses marges de manœuvre. On verra qu'il n'y a aucune marge de manœuvre. Donc le danger du RN n'est pas sur l'économique, le danger du RN est sur le social. Et pourquoi, à gauche, ils mettraient, eux, en place leur programme plus que le RN? Parce que les ruptures à gauche, quand ils ont pris le pouvoir, ça a toujours été sur l'économique. Confère 81, Confère Tsipras en 2015. Enfin, c'est typiquement des programmes qui se mettent en œuvre parce qu'ils ont le soutien du peuple, puisque en fait on rase gratis et c'est toujours les autres qui payent. Donc ça pose aucun problème. Et en fait, c'est des sujets sur lesquels on a une visibilité des conséquences plus tard. Et Tsipras a mis 8 mois avant qu'il soit obligé de faire une cure d'austérité qui soit considérable. En 81, ça a mis 3 ans avant qu'on se rende compte que c'était complètement stupide ce qui avait été fait. Et là, c'est stupide, mais ça plaît. Donc, puisqu'on rase gratis, c'est stupide, ça plaît. Ce qui est intéressant, c'est le programme de renaissance, parce que objectivement, toute personne normalement constituée fait le bilan de 2017 à maintenant, ne peut pas dire, et on pourrait le faire mesure par mesure, que l'économie française ne se porte pas mieux qu'avant. Elle se porte mieux qu'avant sur plein de sujets, sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, sur plein de sujets, y compris sur les plus modestes, puisque malgré la crise, la pauvreté n'a pas augmenté. Et on voit bien que les mesures de pouvoir d'achat, même si on essaie d'aller dans le champ du on rase gratis, elles sont très limitées. Et relever le plafond de la prime Macron, c'est pas très grave, parce qu'aujourd'hui, la prime Macron, en moyenne, c'est 1 500 balles. Oui. 1 500 €, donc que ce soit 6 000 ou 10 000 €, ça changera rien. Mais aujourd'hui, vous payez des charges. Oui, enfin, on payait pas de charges, on repayait des charges, et c'est juste sur la France va mieux. Il y a Emmanuel qui fait non de la tête. Alors si vous pouviez juste. La France va mieux économiquement, pas socialement, parce que le social ne procède pas de l'économique, ce qui est une grande erreur d'analyse pour moi, selon moi, d'Emmanuel Macron. Emmanuel. Non, je suis d'accord avec cette idée que sur les critères macroéconomiques qui concernent les Français, et du coup j'exclus tout ce qui est finances publiques, effectivement, il y a un décalage entre la qualité du bilan et la détestation du président de la République. C'est vrai que sur l'emploi, on n'a jamais eu un marché du travail qui a été aussi porteur. Il a quand même baissé les impôts, il faut le dire. Et après, on ne parle pas du creusement des déficits, puisque ça n'intéresse pas vraiment les Français. Non, je pense que le vrai sujet qu'il n'a pas traité et qui est... Alors je ne sais pas si on le met dans l'économique ou dans le social, mais qui est fondamentalement le sujet du quotidien des Français, c'est que il a laissé se délabrer, il a laissé s'écrouler des pans entiers du service public, et que pour les Français, c'est aussi ça l'économie. L'économie, c'est pas seulement, je vais faire mes courses chez Leclerc ou chez Carrefour, c'est pas seulement mon petit livret A, c'est pas seulement mon pouvoir d'achat, c'est aussi tout ce qui fait la qualité de vie au quotidien. Et la qualité de vie au quotidien, c'est qu'on n'a jamais été aussi mal soigné, qu'on n'a jamais été aussi mal éduqué, qu'on n'a jamais été aussi mal protégé, et que c'est ça qui paye. Rajoutez à ça le problème
problème du logement dont il a refusé de s'occuper, parce qu'encore une fois, on n'a pas seulement une crise de l'immobilier, on a aussi une véritable crise du logement, et ces sujets-là... Et alors, quand je dis lui, c'est depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'en gros, en plus, il paye le fait d'arriver finalement au bout d'un processus d'exaspération, parce que si on veut vraiment effectivement être... Alors moi je pense que sur beaucoup de sujets, il n'a pas vraiment attaqué le chantier de la réforme de l'État, et c'est dommage, mais il y a quand même des sujets sur lesquels il a fait des choses, et compte tenu de l'inertie, on ne voit rien. Exemple, j'en cite qu'un seul, c'est quand même le numerus clausus des médecins, où là effectivement il a quand même débloqué la situation. Ça mettra 10 ans. Le problème, c'est que ça met du temps avant de produire ses effets. Donc tout ça combiné, il y a quand même... Moi je pense que le logement et les services publics, c'est ce qui explique aujourd'hui fondamentalement la situation. Wilfried. En fait, tout le paradoxe, c'est qu'on voit revenir au moment où on en a probablement pas véritablement besoin, la politique de la demande. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on a énormément de travail à faire justement sur l'offre dans notre pays encore, sur les structures, sur les infrastructures. Les infrastructures se sont délabrées, on a des investissements un peu lourds à faire, et là, on se dit... les très peu de marge de manœuvre qui existent, on va voir, pour ça je disais, les audits on les a déjà. Hein, il suffit juste de lire les rapports de la Cour des comptes, on les a déjà. En fait, le peu de marge de manœuvre qui peut nous être conféré, on va l'utiliser pour quelque chose qui ne va régler aucun problème. Et ça, effectivement, c'est quand on le regarde avec un œil macroéconomique, c'est extrêmement déstabilisant, mais ça correspond effectivement à une vue des Français qui a été aussi largement bouleversée par la montée des prix, en particulier dans l'agroalimentaire. C'est-à-dire que y a toute une frange de la population qui a vu les prix du quotidien monter très fortement, et même si on leur dit que le pouvoir d'achat globalement a monté, parce que c'est vrai que dans les indicateurs économiques, le pouvoir d'achat a monté, eux, leur reste à vivre, il est d'autant plus faible qu'en plus, c'est rajouté aux dépenses dites contraintes énormément de nouveaux abonnements qui sont considérés comme étant essentiels pour pouvoir faire partie de la classe moyenne. Et ça, effectivement, aujourd'hui, il y a un sentiment à la fois, Jean-Jean Emmanuel, un sentiment d'insécurité et de déclassement qui fait que c'est extrêmement dur de faire infuser un discours économiquement rationnel. Éric. Oui, enfin, je tempérerai un peu sur cette histoire d'État et de pouvoir, très tempérant, public, ouais. Parce que, enfin, d'abord, il y a eu les maisons qui ont été mises en place, maisons du pouvoir public, c'est 2700. Personne s'en est aperçu. Mais parce qu'on n'a pas, il y a eu un manque de récit sur ces sujets-là, de manière extrêmement claire, un manque de récit sur tout ce qui a été bien fait. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Les maisons de quoi ? Les maisons du service public, il y en a eu 2700, il y en a une quasiment dans toutes les grandes villes, qui consiste à mettre dans un seul lieu l'intégralité des services publics pour que ceux qui n'ont pas les moyens ou qui ne savent pas, pour des problèmes d'accessibilité, traiter leurs problématiques d'accessibilité. Un seul endroit, mais enfin, il n'y en avait pas jusqu'à présent. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Les Gilets jaunes, qui a quand même été un traumatisme français, c'était 1 an et demi après l'arrivée au pouvoir. Rien n'avait été fait. Et pourtant, il y a eu cette espèce de jacquerie incroyable. Essence, toujours le même sujet, c'est la voiture qui... L'essence, mais c'est surtout le fait d'écouter la France profonde, d'aller chercher où est la colère et pourquoi elle est là. Moi, je suis là où j'en veux à Emmanuel Macron, c'est pour ça que je parle du social. Il y a un exemple très concret de ce qui n'a pas été fait, qui témoigne du fait qu'il y a eu une gouvernance qui ne s'occupait pas des gens. C'est les doléances. Le grand débat a donné lieu à 600 000 doléances dans toutes les mairies, partout. On a eu des millions de demandes qui auraient pu faire l'objet d'un programme dans lequel chaque Français était impliqué. Il fallait 15 millions d'euros pour pouvoir les traiter. Et au lieu de ça, n'a pas été traité. Ça n'a pas été traité. Vous vous rendez compte, on a là typiquement l'histoire d'un président qui dit « je vais vous écouter », qui donne la parole aux Français et qui n'en fait rien. Emmanuel, et après on parle des retraites. Alors, moi je pense qu'on est surtout à la veille. Enfin, quand on regarde les programmes, on est effrayé du nombre de contresens en fait qui sont en train de nous être proposés. Contresens d'abord par rapport aux besoins, et comme l'a dit Wilfried, la France est un pays qui a besoin de muscler son offre, c'est ce que disent toutes les institutions internationales. Quand vous voyez notre déficit commercial, quand vous voyez les difficultés de main-d'œuvre, on se dit la France est un pays qui a un problème d'offre et pas un problème de demande. Ça, c'est le premier contresens. Le deuxième contresens, c'est celui sur les finances publiques, puisque finalement on a entre 100 milliards et 300 milliards de dépenses nouvelles pour des recettes qui sont très peu documentées. Et le troisième contresens, c'est par rapport à ce qui nous attend dans le futur. C'est-à-dire qu'on est en train
d'avoir une campagne électorale qui va se faire quand même essentiellement sur les prix de l'énergie, que tout le monde rivalise pour faire baisser ces prix de l'énergie, qui sont en train naturellement de baisser. C'est-à-dire que, regardez, là où Renaissance est quand même très malin, c'est que ils ont dit je promets 15%. Tout ce qu'ils promettent, c'est pas eux qui payent. C'est-à-dire qu'en gros, il y a la prime Macron, c'est les entreprises, et là, c'est les marchés de l'électricité qui vont baisser. On risque d'avoir en plus de l'argent public dépensé massivement pour quelque chose qui ne va servir à rien. Et si on reprend, juste pour terminer, les programmes, par exemple, du RN qui disent le salut, c'est le nucléaire, il faut bien voir que quand vous voyez que les coûts de production du nouveau nucléaire vont être plus élevés qu'aujourd'hui, au moment où les prix des renouvelables, finalement, sont en train de baisser, dire que l'électricité pas cher d'avenir, ça n'est que le nucléaire, c'est encore un contresens historique majeur. Et je ne vous parle même pas de l'intelligence artificielle et de toutes les réflexions que ça pourrait générer. On ne parle pas beaucoup d'intelligence artificielle dans la campagne. Pour l'instant, un mot des retraites. Là-dessus, c'est pareil, Raphaël Couder, on est une sorte de convergence des deux côtés des extrêmes. Oui, on note un même rejet à gauche et à l'extrême droite de la réforme de 2023 d'Emmanuel Macron, mais avec deux approches qui s'éloignent de plus en plus. De son côté, le Rassemblement national temporise et remet désormais cette question à 2026. La gauche compte, elle, agir dès les premiers jours. Le nouveau Front populaire promet d'abroger dès le lendemain de l'élection la réforme de 2023 et de revenir ensuite, dans un temps plus long, à un droit à la retraite à 60 ans. Ce qui est sûr, c'est que ces retours en arrière coûteront cher, plusieurs dizaines de milliards d'euros de dépenses par an, ce qui interroge évidemment dans un contexte de plus en plus tendu pour les finances publiques. Il y a Emmanuel qui lève la main, mais Wilfried, si vous voulez parler avant, vous avez le droit. En fait, moi, ce qui me frappe là-dessus, c'est que on est en train de répondre à une demande de, je schématise, de jours heureux, sans donner le prix de ça, qui est qu'en fait, derrière, l'avenir va s'annoncer extraordinairement difficile. C'est-à-dire que pour, pendant quelques mois ou peut-être quelques trimestres, se dire c'est bon, en fait, on peut partir en retraite plus tôt, avoir une vie finalement beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable. En fait, derrière, c'est un mensonge qui coûte cher. En fait, on nous promet pas une vie de rêve, on nous promet des très belles vacances, et après, on va en chier pendant des mois et des mois, mais ça, on le dit pas. Des années. Ouais, mais ça, on le dit pas. Pour payer les belles vacances. Le problème, c'est pas la promesse. Le problème, c'est qu'on n'est pas en train de, on ne donne pas le prix à payer. Le prix à payer pour les rêves va être extraordinairement douloureux. Et ça, effectivement, aujourd'hui, c'est inaudible. Mais ça, les Français ne veulent pas l'entendre aujourd'hui. C'est inaudible. On a depuis il y a 3 ans le Brexit qui a montré qu'un immense mensonge pouvait être documenté, etc., etc. On refait le même dans une autre mesure. C'est pas le Brexit, c'est la réforme des retraites. Quand le corps annonce encore, il n'y a pas encore très longtemps, que la réforme qui vient d'être faite ne suffira pas à équilibrer les dépenses de retraite, on annonce qu'on va faire un retour en arrière qui va coûter 50 milliards d'euros à la dépense publique. Donc ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ça montre encore une fois que l'élection législative ne se joue pas ni sur l'économique ni sur du rationnel. Ça se joue sur autre chose, sur la capacité à aller au contact des Français et aller vers leurs préoccupations. Emmanuel, vous voulez dire un truc sur les retraites ou on passe au marché? Non, parce que quand je vous disais, parmi tous les contresens qu'on fait par rapport aux défis du futur, il y a aussi le contresens démographique qui fait qu'effectivement, quand on voit le poids que va prendre la population âgée, on se dit que il faut, enfin, je veux dire, sur 100 euros de dépenses publiques, il y en a 24 aujourd'hui qui sont consacrés aux retraites. Et il y a un moment où on va pas pouvoir aller encore plus loin. Imaginez la pire catastrophe, ce serait quand même ce retour de l'âge de la retraite à 60 ans. Allez, un mot des marchés financiers pendant ce temps-là qui ont perdu donc 6% sur la semaine. C'était la pire séance en 2 ans, entraînant les autres indices européens. Ça se creuse entre la France et l'Allemagne. Est-ce que ce que pricent les marchés, Wilfried, c'est clairement au bout d'un moment un éclatement de la zone euro? C'est-à-dire que les autres pays nous lâchent? En fait, on commence à avoir dans les prix, en particulier les prix des différentes dettes, la possibilité, lointaine encore, de ce scénario. En fait, on avait complètement écarté ce scénario-là depuis globalement Mario Draghi, depuis le fameux Whatever It Takes 2012. Il a dit, vous inquiétez pas, de toute façon, je suis là pour protéger la zone euro, quoi qu'il en coûte. On venait de passer la crise de la dette de la zone euro, donc en fait, on était passé complètement à autre chose. En fait, c'était une question effectivement de performance économique comparée, effectivement plus ou moins des dépenses publiques plus ou moins tenues. Là, en fait, on en est à se dire, effectivement, comme on a au moins un
programmes qui clairement jettent à la poubelle le pacte de stabilité, hein, c'est les programmes du nouveau Front populaire, et l'autre dont le substrat européen est quand même assez léger, il est assez récent, et qui contient des mesures qui pourraient mettre en cause effectivement l'architecture de l'Union européenne. Et les marchés commencent à se dire, mais en fait, comment est-ce qu'on commence à donner un prix, puisque je rappelle que les marchés ne font pas de jugement, hein, le marché donne juste un prix. Comment on donne un prix à cette incertitude fondamentale qu'on avait complètement écartée? On va voir si effectivement dans les différentes enquêtes d'opinion, est-ce que ça va alimenter cette frénésie des investisseurs internationaux? Pas oublier qu'on dépend des investisseurs internationaux pour nous financer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les fameuses dépenses de retraite, les fameuses dépenses des fonctionnaires, pour payer les fonctionnaires, au bout de 6 mois, on a besoin des marchés financiers pour dire c'est bon, on vous prête l'argent juste pour fonctionner. Et donc quand on a besoin de l'extérieur pour nos dépenses de fonctionnement, il faut quand même prêter attention à ça. Pour l'instant, on n'est pas encore à la cote d'alerte, hein, je rassure quand même tout le monde. La BCE ne discute pas encore de notre cas. Elle a dit... Elle va certainement pas alimenter tout ça. Mais effectivement, on commence à avoir une lumière là-dessus. Sauf que Wilfried, c'est le milieu de la semaine, on va sans doute être appelé à l'ordre. Par Moody's. Et puis par Bruxelles. Ah bah sans doute, oui. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que notre trajectoire des finances publiques elle est insoutenable et qu'on va se prendre une procédure de dérive de nos finances publiques. Moi, je pense qu'on n'est pas encore là. Maintenant, il est vrai que, je rejoins ce que dit Wilfried, étrangement, la dégradation de la note de Standard & Poor's, qui n'avait strictement aucune incidence il y a 15 jours, prend du relief parce que ça nous met en évidence le fait qu'on est en limite d'acceptabilité de ce que peut accepter le marché sur la dérive des dépenses publiques. Et c'est cette sensibilité qui est en jeu aujourd'hui. C'est ce sentiment qu'on est à la limite et finalement on commençait à se dire qu'il y avait un gouvernement qui allait mettre en place des mesures, même si, à titre personnel, je pense qu'il faisait mal, mais on avait quand même la volonté de prise de conscience que ça allait se rétablir, et là tout à coup on rase gratis, on est reparti dans une dépense publique qui va dériver totalement. Donc en fait le problème des marchés, mais ça c'est structurel au marché, c'est qu'on est sur la réaction court terme et que quels que soient les chocs qu'il y a eu dans le passé sur ces pays-là, que ce soit en 80 en France, en 2015 en Grèce ou ailleurs, à 6 mois ou à 1 an ça remonte parce que finalement les marchés rappellent. Mais Eric, compte tenu de ce qu'était la situation de la France en 81, c'est-à-dire quand même des marchés financiers moins ouverts, un niveau de dette bien inférieur, 20%. Très, très bas. 20%. Une problématique de financement des retraites qui n'était pas du tout la même, puisqu'à l'époque, ça coûtait beaucoup moins cher. Est-ce que ce serait pire? Est-ce que ce serait bien pire aujourd'hui? On est beaucoup plus dépendant. Bien sûr, on est beaucoup plus dépendant. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'en 1981, vous pouviez absorber vos chocs par une montée de l'endettement. Et une dévaluation. Et une dévaluation. Et aujourd'hui, ces deux leviers-là, vous l'avez plus. Vous n'avez plus la dévaluation, vous n'avez plus le levier de l'endettement. C'est un peu compliqué.